L'actualité d'une richesse incroyable et je voulais vous proposer une émission un peu spéciale aujourd'hui pour faire un point complet de cette actualité justement, faire un point, un bilan et quelques projections utiles avec l'un des témoins privilégiés de cette actualité, autant qu'un de ses acteurs les plus pertinents. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui dans ce studio une autre figure emblématique et historique du patriotisme d'après-guerre, mais qui est toujours en guerre, ce qui est toujours aussi vaillant dans le combat. Pupille de la nation, résistant à 16 ans, député à 28, aujourd'hui député européen en campagne, président fondateur et président d'honneur du Front National. Bonjour Jean-Marie Le Pen et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation en ce 23 février. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, depuis 24 heures, vous l'avez vu, votre âme de Breton a sûrement été sensible à ça. Nantes est mise à sac par des crapauds d'extrême gauche. Sous l'œil complaisant des journalistes, plusieurs journalistes ont été pris à part et pris à partie, ont été violentés et leurs voitures ont été dégradées. Évidemment, le sinistre de l'intérieur, Manuel Gaz, que l'on a connu plus agressif, parle, évidemment, il dit pas d'amalgame, évidemment, surtout pas d'amalgame, notamment vis-à-vis des manifestants pacifiques du jour de colère et de la LMPT. On a eu droit là, je crois, depuis 24 heures à 10 interpellations, alors que le centre-ville a été intégralement détruit dans Nantes, un commissariat a été attaqué, cocktail Molotov et compagnie. 10 interpellations. Voilà, il y a eu une vingtaine de blessés chez les policiers, alors que en un an, avec les manifestations de la LMPT et le jour de colère, il y a eu un peu plus de 2000 arrestations. Pas une vitre cassée, pas un policier blessé, pas un cocktail Molotov envoyé. Voilà, cherchez l'erreur. Mais il s'agit de Nantes, la ville du Premier ministre, dont à peu près tous les Français ignorent même le nom, tant il est incompétent et transparent. Pendant ce temps-là, Flamby Ier, le Lucky Luke de la rue du Cirque, visitait incognito le salon de l'agriculture à 7 heures du matin. Pas fou, comme ça au moins il n'a pas été dérangé, il n'a dérangé personne, peut-être a-t-il réveillé quelques vaches ou quelques veaux, mais à la limite, là aussi c'est de l'indifférence la plus générale. Alors, Monsieur Le Pen, on vit quand même des heures très difficiles pour la France et on a l'impression, tant que du côté de Matignon que de l'Élysée, on a à la fois un gouvernement d'incompétents jamais égalé, qui cherche chaque jour d'ailleurs à battre des records d'impopularité et d'incompétence, des idéologues, des autistes, des menteurs qui passent leur vie à raconter des boniments et des irresponsables. Combien de temps ça va durer? Est-ce que la prochaine étape pour la France, c'est l'Ukraine? J'espère que non, parce que généralement de la guerre civile naît l'esclavage et la ruine, la pauvreté. Mais je dis souvent à mes auditoires, si on se borne à étudier les statistiques et les courbes qui matérialisent en quelque sorte la vie française, il y a de quoi être pessimiste parce qu'elles vont toutes dans le mur. Mais par conséquent, si on s'en tient à cela, on pourrait faire le constat navrant que tout est fichu. Heureusement, nous sommes des Français, c'est-à-dire que nous sommes d'un pays qui a connu dans son histoire des moments de quasi-disparition et puis des sursauts d'origine providentielle qui ont permis évidemment de rebondir et de continuer la longue marche de sa civilisation, puisque nous fêtions il y a quelques années le 1500e anniversaire de Clovis, du baptême de Clovis. Je rappelle d'ailleurs à cette occasion que l'archevêque de Reims avait fait fermer la cathédrale le dimanche, de façon à ce que les manifestants du Front National ne puissent pas assister à la messe. Selon lui, il n'en était pas digne. C'était dans un souci de charité, j'imagine. Sans doute, j'imagine, oui. Excès de charité. Ouais. Donc, ils se sont récemment aussi révélés et ils se sont prononcés au nom de la conférence de France pour bien expliquer que la menace principale qui pesait sur les épaules des Français n'était pas du tout ni le chômage, ni les problèmes économiques, ni quoi que ce soit. Ni l'islamisme. Ni l'islamisme, c'était évidemment la montée du populisme. C'est incroyable. Enfin, je pense que heureusement qu'ils sont là pour veiller. Je pense que ce genre de message laisse nos compatriotes catholiques tout à fait indifférents et que les évêques finiront par perdre l'autorité qu'ils se sont attribués dans ces matières politiques et sociologiques. On aimerait bien qu'ils se concentrent plutôt sur leur mission évangélique. Ce serait bien. Effectivement, ça leur permettrait de remplir et leurs églises, et leurs cathédrales, et leurs séminaires, et que pour le moment, c'est plutôt
des vases communicants tragiques en ce qui les concerne. Et pour revenir à l'histoire de Nantes, elle est quand même emblématique. Bien sûr. D'abord, elle montre la profonde division du gouvernement, puisqu'aussi bien ces manifestants qui s'opposent à la création d'un aéroport dans Notre-Dame-des-Landes vont à l'inverse de la position arrêtée par le gouvernement. Et ils sont soutenus dans leur démarche, ce sont généralement des manifestants de gauche, n'est-ce pas? Ils sont soutenus dans leur démarche par les Verts, officiellement. Monsieur Placé était sur les lieux et Madame Duflot de Paris a donné sa bénédiction tout en restant au gouvernement. Ça me paraît tout de même, cette cohabitation me paraît assez difficile quand même. Et il y a eu des incidents très graves, sans comparaison bien sûr, avec les petits incidents, souvent d'ailleurs déclenchés par, je pense, le ministère de l'Intérieur, oui, je vous le confirme, je crois, mais sans commune mesure, avec la volonté de combat, de destruction, de guérilla urbaine qui a été reconnue par le ministre lui-même. Maintenant, on attend que le ministre prenne à l'égard de ces organisations des mesures au moins aussi rigoureuses que celles qu'il a prises à l'égard d'organisations qui n'étaient d'ailleurs pas impliquées dans des troubles, quels qu'ils soient. Oui, qui ont été dissous comme ça dans de l'acide, sur décision express de Manuel Valls et du Premier ministre. Remarquez que ces manifestations antifa, par exemple, il y en a eu une l'autre jour à Rennes. Elle a eu le gros avantage tout de même de faire savoir à tout le monde qu'il y avait un candidat du Front National à Rennes. Ça n'était pas absolument évident jusqu'à présent, parce qu'il arrive que le diable porte pierre. Cela étant, il y a là des véritables troubles de guerre civile, et Monsieur Valls devrait, dans ce domaine, faire son métier de ministre de l'Intérieur, non pas essayer de titiller pour essayer de provoquer des incidents, soit le public de Monsieur Dieudonné, soit les manifestants de mariage pour tous. Ils devraient s'en prendre à ceux qui viennent à ces manifestations visiblement avec dans leur sac à dos des pierres, des cocktails Molotov, oui. Des armes diverses. Ça devrait être possible, je pense, s'il a le talent qu'il s'attribue. Surtout s'il faisait son travail, mais il peut pas non plus être à Forbach, à Hénin-Beaumont, et pour défendre la République. Je dois dire que, vous savez, quand on a des ennemis comme ça, on peut se passer d'amis. Et je veux dire que le passage du ministre Valls, compte tenu surtout de la baisse de sa popularité dans les villes du Front National, me paraît avoir un effet exactement inverse de celui qui est recherché par son auteur. Oui, mais pour ça, effectivement, il faudrait qu'ils aient un tout petit peu de hauteur. Alors, il y a quelque chose, moi, qui me frappe quand même terriblement depuis des mois, et ça, évidemment, ma réflexion porte autant sur les responsables de l'UMP, en tout cas des partis d'opposition, que le parti actuellement au pouvoir. C'est ce désintérêt total pour le bien commun. Vous faisiez allusion à l'instant à Manuel Valls, qui manifestement ne sait même pas ce que ce mot veut dire, bien commun, cette expression. Mais c'est pas le seul. Les autres sont de vilains petits gardiens de partis et de clans, et on a l'impression que le bien commun, le bien de la France, l'intérêt de la France, est réellement le dernier de leur préoccupation. Ça se comprend un peu, puisque ces gens-là sont les uns et les autres européistes, et ils pensent donc que la France a cessé d'exister en tant que puissance responsable d'elle-même, et ils sont mondialistes. Ils pensent que quand on sera, comme il est recommandé, les uns dans les autres, les uns sur les autres, etc., tout ira mieux, alors que j'ignore que quelquefois les guerres les plus féroces se passent dans le milieu familial. Eh bien, quand cette utopie se sera dégonflée, je pense qu'on reviendra aux véritables valeurs. Et là, je voudrais dire de façon très claire que nous entendons sans cesse les dirigeants, aussi bien de droite que de gauche, se référer aux valeurs de la République, aux valeurs de la République. Je crois comprendre que ce doit être les valeurs maçonniques, je pense, parce que les valeurs de la République, nous les connaissons, mais je dois dire qu'avant la République, moi je place la France.
il y a la France et puis il y a la République. Il y a un régime, la République. Il y a beaucoup d'autres États qui ne sont pas en République et qui sont considérés comme des pays démocratiques et parfaitement respectables. Il y en a d'ailleurs un certain nombre en Europe, n'est-ce pas? Alors, cette référence permanente à la République, c'est à une certaine forme de République agressive, conquérante, qui n'est pas du tout l'esprit de la chose, justement, de la res publica, c'est-à-dire de la chose qui appartient à tous. Alors je vais vous lire quand même deux phrases lumineuses qui ont été prononcées par notre actuel ministre de l'économie, voilà, qui est un certain Michel Sapin, prononcé en 1992 à propos de l'Europe, à propos de Maastricht. Parce que c'est ce personnage qui nous donnait la leçon aujourd'hui et donc maintenant aux affaires. Et c'est assez rassurant de savoir qu'on s'appuie sur des gens d'une telle qualité. Donc il disait à l'époque, l'Europe est la réponse d'avenir à la question du chômage en s'appuyant sur un marché de 340 millions de consommateurs. Donc là c'est toujours consommateurs, c'est qui les intéresse. Le plus grand marché du monde, sur une monnaie unique, la plus forte du monde, sur un système de sécurité sociale, le plus protecteur du monde. Les entreprises pourront se développer et créer des emplois. Merci monsieur le ministre. Deuxième remarque qu'il faisait à l'époque, le 11 septembre 92 toujours, pour la France, l'Union économique et monétaire, c'est la voie royale pour lutter contre le chômage. Donc, quelqu'un d'aussi lucide, aujourd'hui on en a fait un ministre. Oui, c'est vrai, ça sent le sapin. Et ça justifie l'affiche dont j'ai déjà fait coller 20 000 exemplaires dans ma circonscription du Sud-Est pour les élections européennes, en exergue de la campagne, qui disait non à l'arnaque européenne. Parce qu'en effet, l'Europe l'Union européenne, c'est une arnaque, c'est-à-dire une escroquerie. On a fait croire aux gens que, en abandonnant ce qui était présenté comme des colifichets, la souveraineté nationale, etc., le patriotisme, eh bien, on aurait en échange un bonheur matériel, le plein emploi, etc., le bonheur, quoi. Bon, bref. Et c'est exactement l'inverse qui s'est produit, puisque dans la zone euro est celle qui, depuis des années, est dans le monde celle où la croissance est la plus faible. Par conséquent, on peut dire qu'on a obtenu le résultat exactement inverse, mais nous avons perdu notre souveraineté, c'est-à-dire notre contrôle des frontières, qui sont toutes ouvertes à la fois aux flux économiques qui sont en train de ruiner notre économie. Nous avons perdu 50% de nos capacités industrielles en 20 ans, et le flux, les torrents migratoires, dont je dis à mes auditoires souvent que nous n'en sommes qu'au début du commencement. C'est-à-dire que on viendra peut-être sur le sujet, mais par conséquent, on peut dire que tout faux. Et je me félicite, je dois vous le dire, d'avoir voté contre le marché commun, contre le traité de Rome en 1957. La plupart d'entre vous n'étaient pas, nos auditeurs n'étaient pas nés. Mais en 1957, en effet, j'ai voté contre le traité de Rome instituant le marché commun. Au non point que je pensais que cette modification technique, en quelque sorte, du commerce européen pouvait être nuisible en elle-même. Mais et moi, j'avais lu les livres de M. Monnet et de M. Koudenov-Kalergi, qui disaient à l'époque, qui écrivaient, nous vivons la première étape d'un processus qui doit nous conduire finalement aux États-Unis d'Europe, oui, à l'instar des États-Unis d'Amérique. Or, je tenais cette proposition complètement folle, criminelle, et par conséquent, je la combattais dès le début, parce que je veux dire que je suis un eurosceptique de vieille date. Cela dit, je partage votre analyse, mais les États-Unis d'Amérique, les États en tant que tels, ont aujourd'hui plus d'indépendance que ce que sont devenus les États européens. Bien sûr. Donc, en plus, on est dans le paradoxe le plus total. Nous avons fait de l'ultra, c'est sûr. Mais en plus, ça n'était pas comparable. Vous ne pouvez pas comparer l'Allemagne au Connecticut, ni la Virginie à l'Italie. Bien évidemment, c'était tout à fait différent. Et c'était une utopie absurde, mais visiblement qui allait devenir le tremplin, une des étapes principales du mondialisme, c'est-à-dire de l'uniformisation générale du monde, ceci au bénéfice bien sûr de quelques happy few, n'est-ce pas, qui dirigeraient les happy few, ce sont les privilégiés pour notre ami Henri. Les sachants,
Les sachants et les banquiers, en l'occurrence. Exactement. Alors, je voulais moi c'est aussi le candidat aux élections européennes que je voulais recevoir aujourd'hui, puisque vous représentez, vous serez tête de liste, donc Front National aux élections européennes. Pour la 7e fois. Donc vous êtes élu depuis votre première élection aux 1984. 84, donc c'était la fameuse année de l'heure de vérité. Ça avait constitué d'ailleurs un véritable événement, puisqu'aussi bien jusque-là, le Front National qui traversait le désert plafonnait au moins jusqu'à fin 53 au-dessous de la barre des 10%. Et puis brusquement, en 84, nous avons eu 10 députés européens avec une moyenne, je crois, de 10 ou 11%. Et la presse avait considéré ça comme un événement considérable, ça l'était d'ailleurs en une certaine mesure, et ça marquait le début de la progression et de l'entrée du Front National sur la scène nationale de façon comme un grand. Ça faisait, le Front National est né en 1972. C'est ça. Donc il avait nous avions, il faut le dire, galéré, puisqu'aussi bien je rappelle qu'en 74, quand j'avais été candidat de symbolique aux élections présidentielles, et que j'avais obtenu un résultat qui est mnémotechniquement facile à retenir, c'était 0,74 en 74. Mais il faut se souvenir qu'à ce moment-là, ce qu'on appelle d'ailleurs la droite, l'extrême droite, soutenait Monsieur Giscard d'Estaing. C'était le PFN aussi bien, non, ça n'était pas encore le PFN, aussi bien Pierre Lagaillarde que Pierre Sergent, Ordre Nouveau soutenait Giscard. Ordre Nouveau était le service d'ordre de Giscard. Et par conséquent, le Front National s'était retrouvé seul après l'explosion qui avait suivi sa naissance, n'est-ce pas? Et restait au Front National, et ceux qui partageaient les convictions que j'avais déjà exprimées quand j'avais fondé le premier Front National des combattants en 1957, à savoir qu'il fallait faire le rassemblement des patriotes contre les forces au pouvoir, quelles qu'elles soient, de droite ou de gauche, car je les croyais tout à fait incapables d'arracher le pays à une décadence que la guerre avait amorcée, enfin avait accentuée même, mais qui ne s'était pas inversée après. Alors là, vous parlez de 1957. Effectivement, ça remonte un petit peu. Ah oui, ça 58 ans. Puisque vous étiez vous reveniez à ce moment-là de Suez. Non, pas du tout. Je revenais d'Indochine. Je revenais d'Indochine où la France avait subi un nouvel échec, et je revenais fâché, comme un jeune homme en colère, décidé à au moins cracher mon mépris au visage de ceux que j'estimais en être responsable. Et je voulais faire une candidature symbolique, à la vérité, avec deux amis, qui étaient d'ailleurs Demarquet et Jean Dide, le commissaire, une symbolique sur Paris. Et puis nous avons fait la rencontre de Pierre Poujade, qui nous a dit, écoutez, moi, je vous aurais bien soutenu, mais nous avons décidé de nous présenter aux élections. Ah bon, très bien, écoutez, nous allons nous ménager les uns les autres. Il a dit, non, mais moi, je serais très heureux que des gens comme vous, parce que j'ai une conviction qui dépasse largement le combat en faveur des commerçants et des artisans, qui touche à la France elle-même, et je souhaite que des gens comme vous puissent participer. Alors, on avait demandé de voir un de ces meetings, et si on allait je crois que c'était à Blois. 3000 personnes, extraordinaire, un discours très brillant, puisque c'était un orateur naturel, un orateur méditerranéen, mais très sympathique, et un accueil formidable. J'avais eu d'ailleurs un mot qui avait fait du bal. J'avais dit, c'est un régiment d'infanterie en civil, parce qu'il y avait en effet au premier rang les avocats, les avoués, les notaires, les médecins en cravate club, et puis derrière il y avait les artisans et les commerçants, et puis encore derrière les paysans canadiennes avec leurs chapeaux, etc., avec leurs chapeaux mous et leurs casquettes. Et en revenant, on lui a dit, écoutez,
Donc nous avions amené avec nous nos amis, nos petites amies, il faut dire la vérité, et pour avoir aussi l'avis des dames, n'est-ce pas? Ça date pas d'aujourd'hui, la prise en considération de l'opinion des femmes. Et nous sommes convenus que dans le fond c'était une force considérable, et on lui a dit d'accord, on marche avec vous. Il m'a dit dans ce cas-là, tu parleras avec moi à Rennes la semaine prochaine. Voilà, ça avait commencé comme ça. Et j'ai été élu député du premier secteur de la Seine, celui où nous sommes. Oui. N'est-ce pas, je crois? Ah oui, bien sûr. Voilà. Et sans avoir pratiquement fait campagne, puisqu'aussi bien j'avais été envoyé comme orateur national contre François Mitterrand à Nevers, contre Mingeot à Besançon, et contre le président du Conseil sortant, Edgar Faure, à Besançon, à Lange-de-Saunier. C'est vous dire. Tout ça, ce sont de vieux souvenirs. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on est aujourd'hui le dimanche de la Sexagésime, et c'est aujourd'hui, nous avons le fameux évangile du semeur. Alors, sans faire d'analogies qui n'ont pas lieu d'être, néanmoins, comme vous le rappeliez, je remontais qu'à 1972, mais effectivement, tout cet ensemencement se fait depuis 1957, en tout cas en ce qui vous concerne. Avez-vous le sentiment de voir éclore, néanmoins, depuis, notamment en ce moment, dans la période que nous traversons, tous ces grains que vous avez semés, certains sont tombés sur le bord de leur route, certains ont été écrasés, et d'autres donnent du bon grain. Vous citiez tout à l'heure le fait, à l'instant, que vous étiez déjà sur un engagement ni droite ni gauche en 1957, puisque les ennemis de la France, ceux que vous jugiez comme étant ennemis de la France, étaient effectivement des deux bords. Aujourd'hui, c'est exactement la position du Front National, et pas uniquement aux européennes, mais également surtout la liste municipale qui est dirigée par votre fille Marine. Je crois effectivement que les choses n'ont pas tellement changé, elles n'ont fait que s'aggraver. Mais de l'autre côté, et j'en reviens à l'Évangile, est-ce que vous avez le sentiment justement que tous ces efforts depuis de longues décennies portent leurs fruits, et que vous en avez une forme de paternité? Oui, sans orgueil, mais c'est. Je ne voudrais pas m'attribuer la responsabilité exclusive de la pulsion que je sens vers la Renaissance, et qui s'est manifestée en particulier de façon extrêmement puissante et populaire dans les manifestations du mariage pour tous, n'est-ce pas? Je crois qu'il s'agit là d'un de ces événements providentiels, justement, qui permettent l'espérance, et c'est évidemment au Front National, qui est une forme politique de combat avec de l'expérience et un minimum d'organisation, de conduire cette bataille qui doit déboucher sur la libération de la France d'un système qui l'oppresse, ou plutôt qu'il l'opprime. On ne peut pas confondre les deux choses, mais il est à la fois oppressant et opprimant. Et je pense que nous sommes en voie de le faire. Je voudrais dire d'ailleurs à nos compatriotes que il faut sortir maintenant de la neutralité bienveillante. Il faut participer à l'action, car le temps nous est mesuré. Et je rappelle que la première affiche du Front National fut avec nous avant qu'il ne soit trop tard, tant nous avions le sentiment déjà de l'urgence de l'action politique de redressement. Et il y a là maintenant une série d'élections qui vont déboucher en 2017 sur l'élection présidentielle. C'est le temps, je pense, que le ciel nous laisse pour amorcer le redressement de notre pays. Si nous n'agissons pas lors de toutes les élections qui vont se succéder, comme des militants, comme des gens mobilisés dans un combat dont notre vie dépend, eh bien, ça, sans doute, il en sera fait de l'avenir de notre pays. Mais vous êtes optimiste? Je considère toujours que mon verre est plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Je suis réaliste, mais je suis plein d'espoir, et je crois que nous ne pouvons pas, en tous les cas, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, rester les bras croisés ou simplement comme des voyeurs, alors que notre civilisation est devenue une civilisation de voyeurs. On nous a appris à regarder les athlètes lutter, les footballeurs manipuler le ballon, et le cinéma, la télévision nous ont transformés en éléments passifs de la vie. Nous devons redevenir actifs, et si à tous les âges,
quel qu'il soit. Je ne veux pas donner mon exemple personnel, mais tant qu'il y a de la vie, je trouve que c'est celui que vous connaissez le mieux. Et tant qu'on a la force de lutter, il faut le faire. Et on doit le faire aussi dès qu'on se sent la pulsion. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais résistant à 16 ans. Non, j'étais résistant à 14 ans. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que mon père, en rentrant en temps démobilisé, avait immédiatement repris son métier de pêcheur. Ils avaient repêché des fusils de guerre. Et en zone interdite, il avait ramené un fusil Lebel à la maison où on avait déjà un pistolet, ce qui était des faits qui, évidemment, étaient punis de la peine de mort sans discussion par les autorités d'occupation. Et quand mon père est mort en 1942, il est mort pour la France, eh bien, maman m'a dit, il faut se débarrasser de ça. J'avais 14 ans, mais j'étais quand même le petit homme de la maison. J'étais enfant unique, mais j'étais le petit homme. J'ai dit, non, on va les garder. J'ai imposé à ma maman de garder ses armes à la maison, devenant par là même, si j'ose dire, posant un acte de résistance. Un résistant, pas un résistant de papier, pas un résistant qui allait mettre son nom sur les listes de l'après-guerre, pour la distribution des médailles et des prébendes, mais un vrai, c'est-à-dire un de ceux que les occupants considéraient comme des adversaires. Luca Volonté, que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être rencontré au Parlement européen, qui est député italien, écrivait récemment, en s'exprimant dans un discours à Lyon, en France, sur l'engagement qu'il voyait et l'espèce de feu sacré qui poussait les jeunes Français, les jeunes catholiques en particulier, à s'engager en politique, à s'engager dans le combat pour la France de manière désintéressée. Il leur disait, à vous tous, mes amis, je demande de voter seulement pour les candidats qui ont donné des preuves d'être prêts à combattre pour la bonne bataille, pour promouvoir la vie, la famille et la liberté. Là encore, c'est un discours extrêmement ferme d'un député européen qui demande de poser des actes. Et je crois que cette nécessité est en train de se faire jour en France. J'ai le sentiment que la jeunesse de France, mais pas uniquement les jeunes, ont compris qu'il fallait poser des actes et être cohérents. Et plus manifester avec des gens qui allaient vous trahir un quart d'heure, une heure ou 3 jours après. Et je crois que il est très intéressant, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, de voir de quelle manière tous ces guignols, notamment de l'UMP, se sont fait jeter des manifestations de l'année dernière, ont tenté évidemment une prise de contrôle qui s'est avérée complètement inutile, et ça me fait vraiment penser, toute proportion gardée, à la manière dont certains politiques en Ukraine ont tenté de mettre la main sur les manifestations qui étaient des manifestations du peuple ukrainien, et se sont fait jeter de la même manière. Donc personne n'arrive à récupérer ça, et je crois que ce qui se passe en Ukraine comme ce qui se passe en France est révélateur d'un réel mouvement de fond. C'est le cœur qui parle, comme il le dit, pour la vie, pour la famille, pour la liberté. C'est les 3 mots qu'utilise le député Luca Volonté. Et je crois qu'on vit une époque tout à fait nouvelle par rapport à cette approche de la Res Publica. Oui, je dois dire que d'ailleurs, j'avais un petit peu critiqué Marine de ne pas participer personnellement, directement, tout de suite elle-même à la manifestation, et je crois qu'elle avait eu raison. Elle avait eu raison elle pensait qu'il ne fallait pas que les chefs politiques apparaissent comme pouvant, même légitimement, se servir des manifestations qui se déroulaient. Et elle a montré là, à mon avis, beaucoup de sagesse politique, et car en effet, il fallait que cette manifestation reste relativement apolitique, et je crois que ceux qui ont essayé de tirer la couverture à eux, se sont trompés, se sont pris les pieds dans la couverture. Mais une fois de plus, ils n'ont pas compris que le mouvement ne leur appartenait pas, n'appartenait à personne, c'était quelque chose, c'était une vague de fond. Bien sûr. Et qui était très impressionnant. Et qui ne pouvait se cristalliser que sur des valeurs. Par conséquent, c'est clair que à partir du moment où l'UMP mettait son programme en parallèle avec celui du Front National, il est bien évident que les gens qui avaient manifesté se trouvaient, je dirais, mécaniquement plus près de celui du Front National que de celui de l'UMP, bien évidemment. Alors, c'est très intéressant, on parlait des valeurs tout à l'heure, des valeurs de la République. Il y a 2 événements très forts qui se sont passés en un an. Au-delà des quantités, du pacifisme et de la détermination de ces manifestants, c'est plusieurs manifestations qui ont eu lieu devant le Grand Orient.
pour la première fois depuis des années et des années, les responsables finalement de la situation dans laquelle on est ont été montrés du doigt de manière évidente et sans faux semblant. Et évidemment, on retrouve toujours Béatrice Bourges à l'initiative de ces deux événements-là. Et une manifestation de colère est suivie d'une grève de la faim, qui sont quand même des actes, là encore, des actes posés, extrêmement clairs, extrêmement fermes, extrêmement forts, pacifiques toujours, mais on a l'impression que la langue de bois, c'est pour le passé, et qu'on est en train de parler vrai, et que les choses vont réellement changer. Oui, d'ailleurs, je dois dire que par un réflexe absolument fraternel, on peut dire, je me trouvais au restaurant quand j'ai appris que Béatrice Bourges était devant le Palais Bourbon à faire la grève de la faim. Au lieu de rentrer directement sur Saint-Cloud, je vais passer la saluer. J'ai été la saluer de manière sans s'être concertée. Je crois que Marion y a été aussi quelques heures après moi, ce qui prouve quand même le parallélisme des sentiments et des démarches. Et il y a eu plusieurs effectivement députés qui sont venus, mais vous étiez le premier, vous êtes déplacé de manière. J'ai souvent été le premier. C'est un rôle difficile. L'éclaireur de pointe est celui qui, dans l'unité, court le plus grand risque. A-t-on réellement tort d'avoir raison trop tôt? Quelquefois, je pense, oui. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Il faut toujours se souvenir, et nos amis doivent se souvenir aussi, que nous, par exemple, Front National, nous sommes tenus par notre devoir d'État, c'est-à-dire que nous nous battons sur un terrain qui a ses propres règles et que nous ne pouvons pas toujours nous laisser aller à nos propres sentiments. Nous ne devons pas oublier que nous nous trouvons dans un système démocratique où il faut pas seulement avoir raison philosophiquement ou moralement, il faut aussi arriver à en convaincre les citoyennes et les citoyens, et pour cela ne pas être trop loin devant eux, d'autant que nous ne disposons pas, vous le savez bien, des moyens considérables de communication qui sont à la disposition de nos concurrents et de nos adversaires. C'est peu de le dire, tant financièrement que médiatiquement, puisque d'ailleurs ça fait le tour du monde, le monde se gausse de la servilité extraordinaire des médias français. Et je ne mets pas dedans évidemment Radio Courtoisie, qui est à peu près le seul à veiller de médias traditionnels, puisqu'après heureusement il y a d'autres médias grâce à Internet comme François de Souche ou le Salon Beige ou le Rouge et le Noir, qui font un travail considérable, extraordinaire de réinformation depuis des années. Mais le fait est que le système tient ces journalistes qui sont sincèrement honteux. Moi, chaque jour qui passe, je vois même de quelle manière ils ont traité l'affaire de Nantes, en allant interroger des gens qui disent il fait beau, on a le soleil avec nous, il y a une ambiance très bonne enfant, c'est magnifique. Alors que leur propre camion, leur propre journaliste se faisait casser la figure. C'est vraiment, on atteint un côté, mais c'est honteux. Ces gens serviles, ces journalistes lamentables, sont la honte de notre pays, quoi. C'est vraiment. Ils ne sont pas tous comme ça, mais je dois dire qu'ils ont une excuse, même si elle n'est pas absolutoire, c'est qu'ils sont formés comme cela. Les écoles de journalisme sont entre les mains de la gauche, et par conséquent, les stages de journalistes, d'ailleurs, à la sortie, on leur pose la question. 90% se déclarent comme des gens de gauche, d'abord parce qu'ils savent que s'ils faisaient autrement, eh bien, ils ne seraient pas embauchés, ou ils seraient débauchés, si j'ose dire. Et alors, par conséquent, cette situation, je pense, est quand même en train d'évoluer, et je vois l'attitude des journalistes à l'égard du Front National, par exemple, s'est modifiée au fur et à mesure, d'ailleurs, que le Front National progressait et prenait du poids, parce que les journalistes sont des hommes et des femmes comme les autres. Ils sont obligés, et leur rédaction sont bien obligés de tenir compte quand même de l'opinion de la clientèle. Or, ce qui est choquant, c'est quand des minorités veulent imposer leurs opinions personnelles au sentiment général. Et cela, c'est le cas d'un certain nombre de journaux ou de radios, de télévision, dont l'attitude est clairement partiale et vise non pas à l'information,
mais à la désinformation du pays. Je dois dire d'ailleurs que c'est peut-être la plus grave des tares qui frappe notre vie publique, c'est que le pays n'est pas informé. Prenons par exemple le problème de l'immigration. C'est Madame Tribala, qui est une démographe de gauche. Elle a même écrit un livre contre le Front National, qui a écrit un livre qui s'appelait Les yeux grands fermés, dans lequel elle dit tous les chiffres relatifs à l'immigration sont faux. Ils sont truqués, ils sont masqués. Donc les Français ne savent pas combien il est entré d'étrangers dans notre pays, combien il y en a et combien il va en venir. Et ça, c'est scandaleux, car c'est quelque chose qui met en cause l'avenir et la vie même de la nation et des citoyens. Et pourtant, l'ancien ministre, cher ministre de Sarkozy, M. Begag, reconnaissait lui-même, c'est ses chiffres à lui, qu'il y avait sans doute entre 15 et 20 millions de personnes originaires d'origine étrangère et sans doute de confession musulmane dans notre pays. C'est vrai. C'est pas vous qui l'avez dit, c'est Monsieur Begag, ministre de Sarkozy. C'est vrai. Qui s'en réjouissait évidemment. C'est Azouz Begag qui a dit ça. Il a dit entre 15 et 20 millions de musulmans, a-t-il dit en France. Et l'INSEE donne le chiffre de 12 millions, ce qui est considérable, n'est-ce pas? Alors que il est réputé que dans le fond, dans le discours commun, que oui, il y a un problème de l'immigration, c'est vrai, mais ça n'est pas un problème fondamental. Le problème démographique est probablement le problème le plus grave qui se pose à la France et à l'Europe. Et à l'Europe. D'abord parce que le monde entier a explosé et passé de 1 en un siècle et demi de 1 à 7 milliards d'habitants et galope vers les 8 ou 9 milliards, alors que... C'est exponentiel en plus, dans certaines zones. Moi, l'Europe boréale, c'est-à-dire celle qui va de Brest à Vladivostok et dont je souhaite qu'elle devienne un jour l'Europe des nations, elle connaît un déficit démographique considérable et mortel. C'est-à-dire que la moyenne est dans cette zone, dans ce continent, de 1,4 enfants par femme, alors que il en faudrait 2,1 simplement pour rétablir l'équilibre des générations. Il est de 3,9, je crois, pour le tiers-monde, et il est de 4,9 pour l'Afrique. C'est dire que si nous avons nos frontières ouvertes, eh bien, nous sommes condamnés à la submersion. On a l'impression que le seul qui a compris ça, il s'appelle Vladimir Poutine, et il est à la tête aujourd'hui de la Fédération de Russie. Et c'est le seul qui a pris conscience, qui a pris des mesures pour endiguer ce problème dramatique qui touche effectivement son pays, qui est un véritable continent. Il est loin du compte parce que il part de très très loin, 75 ans de communisme et de malthusianisme dans cet empire gigantesque, que un journal sportif ce matin citait encore, parce que comme quoi les journalistes français sont vraiment brillants, il parlait à propos des Jeux Olympiques de la délégation soviétique. Oui. C'était encore ce matin dans la presse. Je rappelle que la Russie... bravo aux journalistes français. Jusqu'à présent, la Russie perd 1 million d'hommes par an. N'est-ce pas? C'est dire le danger contre lequel lutte Monsieur Poutine dans un pays immense. Et d'ailleurs, c'est la raison, je me permets de dire pourquoi je suis partisan de ce concept nouveau qui est l'Europe boréale, c'est-à-dire celle qui va de Brest à Vladivostok. Parce que je pense que la Russie seule ne sera pas en mesure de conserver la Sibérie. Et d'autre part, je pense que sans la Sibérie, qui est le grand espace géopolitique et géostratégique qui nous reste, les nations d'Europe ne pourront pas survivre non plus. Par conséquent, tout ceci nous conduit à avoir une union, non pas du genre de l'Union européenne, mais une union des nations de l'Europe de l'Ouest avec les Slaves, et cela parce que il y va de la survie de notre continent et de la civilisation qu'il porte. Alors, nous avons justement un ami slave au téléphone, Nicolas Mirkovic, que je voulais interroger justement à propos de cette question-là, parce que nous venons d'évoquer avec Jean-Marie Le Pen cette question de l'avenir de la civilisation et de l'Europe boréale, à travers à la fois les problèmes démographiques et les problèmes d'immigration, l'un et l'autre étant directement liés. S'il y a un pays qui est aujourd'hui le symbole de ce drame et de l'immigration et de la démographie, c'est bien le Kosovo Metochi. N'est-ce pas, Nicolas? Oui, tout à fait. Le Kosovo Metochi, qui est pas un pays, je me permets de le rappeler, c'est une province serbe, une province et qui a toujours fait partie de la Serbie, historiquement,
et qui a été créé ex nihilo justement pour avancer les pions de l'OTAN, de Bruxelles et perturber un peu l'homogénéité qui existait parmi les peuples slaves, notamment en ex-Yougoslavie. Quand je disais que c'était un pays, c'est que c'est considéré malheureusement par certains comme un pays, pas par moi, vous le savez. Ça, je sais bien. Aujourd'hui, le Kosovo, il faut savoir que le Kosovo est considéré à peu près comme un pays par la moitié des membres de l'ONU, dont plein de pays qu'on connaît même pas, comme la Micronésie ou des pays comme ça. En revanche, des très grands pays comme l'Espagne, comme la Russie, comme l'Inde, comme le Brésil, comme la Chine, ne reconnaissent pas du tout l'existence du Kosovo, et pour cause, c'est un pays fantoche. Les frontières du Kosovo telles qu'on les connaît aujourd'hui ont été dessinées par Tito à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça n'est pas encore un pays. Oui, et cependant, je crois qu'on peut quand même utiliser cet exemple pour montrer comment la nation serbe s'est laissée, dans le fond, progressivement exclure de cet espace au point de justifier, enfin si j'ose dire, le soutien à une politique de rupture. Je sais que les Occidentaux ont été dans cette affaire d'une totale partialité et que quand on dit aujourd'hui l'Union européenne c'est la paix, ça n'est pas vrai. L'Union européenne a fait la guerre à la Serbie. Elle a fait une guerre injuste. Je voudrais simplement donner une anecdote. J'ai un ami qui était dentiste militaire à la Légion étrangère au Kosovo, en Bosnie. Et il avait l'ordre de ne pas soigner les Serbes, n'est-ce pas? C'est vous dire jusqu'où pouvait aller la partialité de notre engagement. Nous sommes intervenus militairement. Ça n'est malheureusement pas le seul endroit où l'armée française est intervenue militairement. Elle est intervenue aussi en Libye de façon désastreuse parce qu'elle est le fer de lance de l'OTAN, qu'elle fait très bien le travail que les Américains ne veulent pas faire eux-mêmes. D'ailleurs, Monsieur le Président de la République, Hollande, a été félicité par le Président qui lui a pris l'oreille comme l'empereur prenait l'oreille des grenadiers, qui lui a dit c'est bien, continuez comme ça, nous sommes très contents de vous. Il finira peut-être avec les oreilles coupées, cela dit. Oui. Entre autres. Nicolas Mirkovic, si je voulais vous avoir aujourd'hui au téléphone, c'est que 99, c'est-à-dire il y a 25 ans, marque les premiers bombardements, le sinistre anniversaire des premiers bombardements justement de l'OTAN sur les provinces serbes, et qu'il y a 20 ans, il y avait donc en 2004, les premiers pogroms qui se faisaient sur votre pays. Vous êtes alors je ne sais pas si serbe, voilà, j'allais dire oui. Yougoslave, parce que je vous ai connu yougoslave, et je vous retrouve serbe, et que vous avez sorti pour l'occasion un ouvrage aux éditions Jean Picolec qui s'appelle Le martyr du Kosovo, et que vous allez le dédicacer le 24 mars au Centre culturel serbe. Alors est-ce que vous pouvez juste nous donner les détails de cette dédicace et de cet événement qui va avoir lieu donc au Centre culturel serbe le 24 mars prochain? Bien sûr. Enfin, le mois de mars est un mois qui est tragique dans l'histoire récente des Serbes pour les raisons que vous évoquez. En effet, il y a 15 ans, en 1999, contre le droit international, en dépit du bon sens, l'OTAN s'est permis de bombarder la Yougoslavie. Il faut savoir que les cibles de l'OTAN étaient essentiellement des cibles civiles. L'OTAN a bombardé un convoi de réfugiés, un hôpital, 82 ponts, des centrales thermoélectriques, que des cibles civiles, par l'objectif était de faire soulever le peuple serbe contre Milosevic, ce qui ne s'est pas produit. Donc c'était un désastre pour la Serbie qui en plus perd un territoire dans cette bagarre. Et 15 ans plus tard, on veut montrer qu'on n'a pas oublié. On ne peut pas oublier ça, c'est un crime contre un peuple. Aucun chef de l'OTAN n'a été traduit devant le tribunal pénal international de La Haye. Il y a pourtant de nombreux crimes. Ceux que je vais vous citer, ce sont tous des crimes contre des civils qui sont complètement à l'encontre des règles, on va dire, de l'honneur et de la guerre, et en plus de la Convention de Genève. Donc on veut marquer le coup. Donc pour cette 15e anniversaire, nous allons rappeler au Centre culturel serbe, qui est donc à Paris, nous allons à 123 rue Saint-Martin, dans le 4e, la genèse. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais parler de l'histoire du Kosovo, donc du coup que j'évoque dans mon livre. Mais comment est-ce qu'un pays peut perdre une province, et comment est-ce qu'on peut se retrouver dans une situation où, du jour au lendemain,
on devient minoritaire sur sa propre terre et contre le droit. Situation qui peut nous arriver demain. Parce que je voudrais que les auditeurs de Radio Courtoisie en aient bien conscience. Cette situation peut arriver partout dans le monde. À partir du moment où vous avez une puissance de frappe militaire, vous avez la puissance de frappe médiatique, vous pouvez faire croire ce que vous voulez. Et nous avons de nombreux exemples dans les bombardements de 99 de photomontages, de mensonges, qui ont été organisés par des personnes locales et par les gouvernements des différents pays qui ont participé à ce bombardement, qui ont parlé de génocide, qui ont parlé d'extermination, qui ont parlé de viols collectifs. On sait aujourd'hui que tout cela est faux. Et le procureur du tribunal pénal contre les crimes en Yougoslavie, Cara del Ponte, qui a pourtant pas été clémente avec les Serbes, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Elle-même. Voilà. Et il y a un rapport qui est sorti au Conseil de l'Europe par Dick Marty, qui cite le Premier ministre actuel du Kosovo, Hashim Thaçi, 24 fois dans l'organisation de crimes à très grande échelle, internationale, avec du trafic d'organes. Donc, ce qui s'est passé au Kosovo peut se reproduire partout. Et du reste, quand on regarde toutes ces dernières guerres, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Irak, que ce soit en Libye, ça part toujours d'un mensonge. Vous savez, la fin justifie les moyens. C'est une stratégie machiavélique. Et quand on veut bombarder un pays, on trouvera toujours une photo ou un photomontage qu'on pourra montrer à 20h à toutes les personnes pour justifier une intervention. Donc du coup, on veut dénoncer ça et on veut se souvenir un peu de ce qui s'est passé et on veut aussi apporter un message d'espoir. Parce que les seuls combats que nous perdons sont les combats que nous ne menons pas. Et le combat n'est pas terminé. L'histoire est pleine de surprises. Et je crois qu'il faut continuer de se battre pour le Kosovo serbe. Et en tout cas, se battre pour les Serbes qui sont au Kosovo, qui vivent aujourd'hui un véritable martyre, un véritable calvaire. On ne peut pas les oublier. Et rien que pour cela justifie qu'on fasse circuler l'information, qu'on fasse connaître leur situation et qu'on les aide. Parce que c'est possible. Et qu'on prenne conscience, effectivement, et là je me retourne vers Jean-Marie Le Pen, que cette situation peut nous arriver demain dans n'importe quelle province française, en particulier le sud-est, qui est la zone, je ne sais pas comment il faut la qualifier, dans laquelle vous vous présentez pour les élections européennes. Pas seulement. Roubaix n'est pas dans le sud-est et à Roubaix il y a déjà une majorité musulmane. Bon, Bruxelles n'est pas une ville du sud et pourtant déjà il y a presque une majorité musulmane. Non, je voudrais rappeler simplement à notre interlocuteur que le Front National a été la seule formation à soutenir les Serbes au moment où ils étaient attaqués par la coalition de l'OTAN et la participation française. Je dois dire d'ailleurs que je me suis trouvé un jour assister au championnat balkanique de moto. Il y avait une dizaine de milliers de spectateurs en Serbie et quand ils ont appris que j'étais là, bien j'ai eu une standing ovation, c'est-à-dire la foule s'est levée pour applaudir parce que quand les liens entre la France et la Serbie, les liens d'amitié très anciens ont été maintenus grâce à l'action que nous avons menée. Eh bien, Nikola Mirković, d'abord, merci d'avoir écrit ce livre qui est à la fois un hommage et en même temps un message d'espoir et d'alerte pour nous, peuple français. Et j'invite tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui pourront à se rendre donc le 24 mars au Centre culturel serbe 123 rue Saint-Martin dans le 4e arrondissement où ils vous retrouveront. C'est à 19h30 et l'entrée est gratuite, bien évidemment. Voilà, et où vous dédicacerez votre ouvrage qui est remarquable, et je le dis pas uniquement parce que j'ai une certaine affection pour vous. Merci beaucoup. Voire une affection certaine. Voilà. Partagé. Mais merci Nicolas et à très bientôt. Merci, à très bientôt, au revoir. Au revoir Nicolas. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'ils sont à l'écoute du libre journal de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Nous recevons aujourd'hui Jean-Marie Le Pen, député européen, et nous venons d'avoir au téléphone Nikola Mirković pour la sortie de son livre sur le martyre du Kosovo, publié aux éditions Jean Picolec. Alors, nous avons beaucoup de messages. Comme j'ai dit tout à l'heure, je n'irai pas les messages injurieux ou les messages de provocation qui n'ont strictement aucun intérêt. Je n'irai que ceux qui servent à faire avancer le débat. Alors, la première chose, Monsieur Le Pen, un auditeur nous demande, vous félicite d'abord pour l'émission, vous dit merci d'être présent aujourd'hui et vous demande si vous avez prévu ou si vous rédigez vos mémoires. Ça m'est
pas très facile de les faire. J'ai déjà commencé, j'en ai fait déjà une partie, peut-être un quart déjà. Mais ça n'est pas très facile de concilier l'écriture et la réflexion qui la précède avec l'action politique quotidienne. Je rappelle qu'en dehors du fait que je suis député européen, je suis président d'honneur du Front National et je participe à la campagne municipale parce que j'ai déjà fait visiter 40 fédérations depuis le mois de septembre et que je suis aussi président du groupe des élus régionaux en Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'en arrive d'ailleurs, j'étais à Marseille il y a 2 jours dans ce réunion et j'ai parlé avec Marine dans cette occasion à Toulon, la première fois depuis 2 ans que nous parlions dans le même meeting. C'est parce que nous croisons, nous faisons des parcours différents, bien sûr, et c'était un plaisir, je crois, pour notre auditoire de nous voir tous les deux réunis ensemble. Et c'était vendredi, donc il y a 2 jours, à Toulon. C'est ça. Et je crois que vous avez eu un accueil assez exceptionnel. Il faut dire que l'accueil des Français tout au long de ces manifestations est remarquable. J'ai été par exemple à Royan, dont j'espère que notre ami Register prendra la mairie. Il y avait 1000 personnes à Royan. Bon, c'est dire que tout de même, il y a un courant de mobilisation certain. Alors, un auditeur nous demande, parce qu'on vient de citer Toulon, nous dit le FN est incapable de gérer une grande ville comme Toulon. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé dans cette ville ou dans les 4 villes qui ont eu un maire qui a été à un moment donné Front National? Alors, c'est pas tant, à mon avis, cette question-là qui est intéressante parce que moi je ne veux pas en faire une affaire de personne. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est et ce qui inquiète peut-être la plupart des auditeurs, c'est le à quoi bon, puisque finalement se battre contre un système. Parfois ça peut paraître vain, mais je ne crois pas, parce que c'est vrai que si on fait le bilan, le bilan n'est pas bon. Mais c'est pas vrai, ce n'est pas vrai du tout. C'est totalement faux. Non, mais quand je dis qu'il est pas bon, c'est qu'il est... Ça, c'est la vulgate. D'abord, je veux dire une chose, c'est que les gens qui ont pris les mairies ne sont pas restés au Front National, oui, où ils en ont été exclus. Mais en l'occurrence, si on prend le cas de Toulon, par exemple, et qui avait une dette considérable qui avait été créée par le Arex, le maire Arex, qui était l'ami de Francis le Belge, le gangster, n'est-ce pas? Et bien, le maire Front National, avant de quitter le Front National et avant de le trahir, a redressé la situation de la dette à Toulon. Et puis, il y a l'exemple tout de même d'Orange. Bon, bien sûr, M. Bompard n'est pas resté au Front National, mais il a été constamment réélu. Il y a eu Marignane, où le maire n'est pas non plus resté au Front National, mais il a été réélu la fois suivante. Et puis il y a Vitrolles, où c'était Madame Maigret. Et il faut reconnaître aussi que dans ce cas-là, les municipalités Front National ont l'ensemble des forces politiques, sociales, médiatiques contre eux. Voilà, c'est ça quand même qu'il faudrait pas oublier. Ce n'est pas vrai que ces villes ont été mal gérées, pas du tout. Ah non, mais je ne disais pas qu'elles avaient été mal gérées, c'est que ça... C'est ce que dit la vulgate, ça. Alors on le répète, on dit bah oui, ça n'a pas été très bon. Ce n'est pas vrai. Les municipalités élues Front National, malheureusement, ils ne sont pas restés au Front National, donc ils n'ont plus eu le soutien des électeurs Front National, ce qui devait entraîner, pas toujours d'ailleurs, mais enfin, parfois leur perte. Alors, un auditeur nous demande, et ne craignez-vous pas qu'à force de dédiabolisation, le Front National, donc on est un petit peu dans le même esprit, perde une partie de son électorat traditionnel. Là aussi, je pense qu'on est dans des espèces de mythes médiatiques qui n'ont pas lieu d'être. En quoi consistait la dédiabolisation prônée par Marine Le Pen? Consistait à offrir le moins de surface possible aux attaques de nos adversaires. Voilà, sur des sujets qui n'étaient pas fondamentaux. Et je crois que ça a plutôt marché. Mais utiliser les armes de nos ennemis contre la dédiabolisation du Front National, nonobstant tout l'intérêt de la démarche et de ce qui est dû à Marine Le Pen et à son équipe, il y a le changement d'opinion. Le changement de l'opinion française, qui a constaté au fil des années que dans le fond, le message du Front, tant dans sa critique que dans ses propositions, qui était réputé jusque-là un message extrémiste, était dans le fond un message prévisionnel considérable. Nous avions vu clair avant tout le monde, et nous n'étions pas excessifs, nous étions simplement réalistes, et nous disions la vérité. La vérité n'est pas toujours, elle est toujours bonne à dire, elle n'est pas toujours bonne à entendre. Agréable à entendre. Il y a un proverbe afghan qui dit si tu as dit la vérité, saute sur ton cheval et cours vite.
Alors, il y a deux messages un petit peu qui sont sur le même sujet. Le premier qui nous dit comment faire comprendre à nos compatriotes que ceux qui sont au pouvoir depuis une quarantaine d'années, même un peu plus, ne sont que des valets de l'oligarchie mondialiste. Et le deuxième qui vous demande ce que vous avez pensé de la manif jour de colère, sachant qu'il y en a une autre le 5 avril, qui sera le deuxième jour de colère proposé aux Français. Les deux, je pense, traitent de la même chose, c'est-à-dire ce réveil des Français qui ne sont plus dupes. Et est-ce que c'est l'analyse que vous faites? Je dois dire que je n'ai pas à l'égard de cette vision de dies irae, n'est-ce pas, le jour de colère, la prévention qu'ont certains. Eh bien, un certain nombre de gens ont été conviés pour des raisons différentes, parfois contradictoires, à donner, mais qui avaient en commun leur hostilité aux politiques menées par les gouvernements. J'ai trouvé que cette manifestation s'était déroulée dans le calme. Je pense que les petits incidents qui se sont produits sont le fait de l'attitude de certains membres du service d'ordre qui ont lancé des grenades lacrymogènes. Service d'ordre de Manuel Valls. Alors même que la manifestation commençait à peine à se dissoudre, n'est-ce pas? Il y a eu là une volonté de provocation évidente, comme il y avait volonté de provocation quand on a envoyé les gendarmes contre le comment dirais-je, le spectacle de Dieudonné où il y avait 5500 personnes qui avaient payé leur place, qui étaient venues de loin et qui apprenaient que Monsieur le ministre de l'Intérieur avait décidé arbitrairement de les en priver. Et bien ces gens-là sont partis dans le calme, n'est-ce pas? À l'appel d'ailleurs de Dieudonné. Après avoir chanté la Marseillaise. Après avoir chanté la Marseillaise. Donc les choses changent. Et il en a été de même dans toutes les manifestations. On a bien vu, dans certains cas, qu'il y avait une volonté délibérée du ministre de l'Intérieur de rechercher l'incident et de prouver ainsi qu'on avait affaire à des trublions. Et bien moi j'ai trouvé que la discipline respectée était remarquable. Bon, eh bien les gens, un certain nombre de gens criaient leurs slogans propres. Certains sont considérés comme admis, d'autres sont inadmissibles. Bref, c'est ainsi. Ça s'appelle la liberté aussi. La liberté d'opinion, voilà. Affirmatif. Alors, je voulais interroger le député européen que vous êtes, que vous serez sans doute encore... Si le bon Dieu me prête vie. Si le bon Dieu vous prête vie encore quelques mois, puisque c'est donc au mois de juin. J'espère un peu plus même. Ouais, l'élection est au mois de juin, donc on le saura au mois de juin. Au mois de mai, pardon. À la fois sur la campagne et en même temps sur... Enfin la campagne, la non-campagne, car on a l'impression on ne sait même pas s'il y a une campagne européenne qui se passe en ce moment en France, puisqu'à la manif sont pas encore commencé, personne n'en parle, alors qu'ils n'avaient que l'Europe à la bouche. Là, l'Europe tout d'un coup a disparu, mais surtout à la lumière des événements ukrainiens, parce que finalement le drame, parce que plus d'une centaine de morts dans la rue, c'est un véritable drame national, est à cause des sirènes européennes, puisque l'Europe, dans un tour de passe-passe d'un véritable scandale moral, a essayé de mettre la main sur l'Ukraine et en essayant d'aller séduire Monsieur Yanukovych, qui est toujours prêt à les vendre au plus offrant, et notamment pour pouvoir mettre la main sur ce pays qui est la 4e plus grande réserve de gaz de schiste au monde. Donc d'un côté, ils nous disent non, surtout pas de gaz de schiste en Europe, mais en France, mais de l'autre côté, ils veulent surtout négocier en priorité des contrats avec ce pays qui est la 4e plus grosse réserve de gaz de schiste. Donc une fois de plus, ces marchands mondialistes se sont ridiculisés, et il se trouve que, eh bien, ce sont pas du tout les amis de ces mondialistes qui sont descendus dans la rue et qui ont mis à mal le gouvernement de Yanukovych. Oui, je dois dire que je suis un adversaire résolu de la politique d'ingérence telle qu'elle a été définie par des hurluberlus comme M. Kouchner ou M. Bernard-Henri Lévy. Ce sont des guignols, oui. Je pense que les problèmes internes doivent se régler avec les peuples. Voilà. Et les accouchements se font quelquefois dans le sang. Hein. Chacun le sait. Nous avons connu, nous, suffisamment de révolutions pour pouvoir comprendre celle des autres. Je me suis gardé jusqu'à présent de communiquer sur ce sujet, d'abord parce que j'aime beaucoup l'Ukraine. Je sais que c'est une situation extrêmement complexe. Je sais que la Russie considère que c'est le berceau de sa civilisation et que d'autre part, elle est liée à l'Ukraine, et plutôt que l'Ukraine est liée à la Russie par des accords économiques dont elle ne peut se passer,
parce qu'elle est au bord de la ruine économique. Mais je comprends aussi, bien sûr, la réaction de ceux qui ne sont pas russophones et qui ne pardonnent pas, en particulier à la Russie communiste, les crimes abominables de 1932 et 1933 qui ont consisté à tuer 5 ou 6 millions d'Ukrainiens par la faim de façon délibérée. Staline et ses hommes ont assassiné, n'est-ce pas, des millions d'Ukrainiens. Ils ont été ensuite, bien sûr, victimes dans la Deuxième Guerre mondiale de l'occupation allemande. Et donc, c'est un peuple... C'est un peuple martyr. C'est un peuple martyr, mais c'est un peuple qui est divisé. Alors, il faut qu'il trouve les moyens de se supporter, si j'ose dire, réciproquement. Et je dois dire que ce qui s'est produit, et dont un certain nombre de diplomates ont essayé de s'attribuer le mérite, eh bien, a été le fait du peuple lui-même. Cela étant, la situation n'est pas résolue pour autant. C'est une situation complexe, difficile, et il faut laisser les Ukrainiens, il faut peut-être les aider éventuellement économiquement, mais l'Europe n'est pas en mesure de le faire. Non. Elle n'arrive pas à s'aider elle-même, alors par conséquent, elle peut pas aider les autres, même si elle leur a promis. Alors, en l'occurrence, je crois qu'il faut regarder ces événements avec attention, et je souhaite que, dans tous les cas, l'Ukraine reste un pays uni et entretenant des relations les meilleures possibles avec ses voisins, qu'ils soient ceux de l'Ouest ou ceux de l'Est, parce que ceux de l'Est. Bien sûr, il y a là aussi je parle des voisins de l'Est, je pense à la Russie en particulier. Bon, moi je crois à la nécessité de l'union que j'appelle boréale entre les nations de l'Europe de l'Ouest et les pays slaves. Par conséquent, je souhaite que les drames qui se produisent et dont nous avons connu des expériences identiques, faut pas non plus dramatiser. C'est vrai que c'est dramatique, il y a une centaine de morts, c'est vrai, mais nous en avons eu aussi dans des révolutions bien plus que cela, et de façon beaucoup moins excusable, il faut bien le dire souvent. Bon, bref. En Espagne, il y a un terme qui s'appelle Caídos, et qui exprime ça, c'est les martyrs tombés en sacrifice pour leur pays. Oui, c'est vrai. Et c'est une... J'ai été à la vallée de Los Caídos, moi c'est aussi. vrai. Il était question d'ailleurs que le gouvernement socialiste supprime la... Ils ont essayé. Ils ont essayé, oui, ce sont vraiment... Et ils ont compris que c'était pas possible. Oui, mais ça, c'est une très belle pensée. Oui. C'est l'unité, justement. Ça rejoint une phrase de Brasillac qui dit « Le sang qui a coulé est toujours un sang pur ». Absolument. Et je voulais lire, je l'ai oublié, mais le texte justement de Robert Brasillac, dont on fêtera l'année prochaine l'anniversaire, déjà le 60e anniversaire de la mort, et qui écrivait la veille de sa mort, le 5 février, donc 1945, un petit poème magnifique qui s'appelait Ô mort de février, et en disant vais-je vous rejoindre mes frères. Donc des vôtres, ô mort de février. Ô mort de février. Et dont on a fêté le 80e anniversaire de la mort il y a donc quelques jours. C'est ça. Ce pays néanmoins... En rappelant que tout de même, il y avait eu 14 manifestants tués, et 2, même 16 plus, et 1 policier. Oui. Ce qui prouvait bien tout de même de quel côté étaient venus les coups de feu. Oui, mais comme toujours, quand effectivement c'est une révolte face au pouvoir, là il y a eu beaucoup de blessés aussi côté des forces de l'ordre en Ukraine, mais quasiment tous les morts, je pense, sont... Non, il y a des morts des deux côtés. Oui, mais il y en a beaucoup, je crois que... Mais ce qui est logique, puisque d'un côté il y en a qui sont armés, et de l'autre ils ne le sont pas. Voilà. Et puis ils ont bénéficié jusqu'à il y a quelques heures de la raison d'État, de la puissance, de la légitimité de la force publique, ce qui est en train de changer, puisque je crois que d'heure en heure, les choses de toute façon vont évoluer, puisque Yanukovych est en exil. Il y a une chose, c'est que ce sont d'abord leurs affaires. Exactement. Mais qui sait si un jour, puisque on parle de destitution de François Hollande et que destitution que j'appelle de mes vœux, qui sait si un jour, effectivement, c'est pas des situations comme celle-là que nous aurons, nous, à vivre. J'espère que non. On ne souhaite pas en arriver là, mais il est évident que quand on dit nous ne lâcherons rien, c'est ce que le peuple serbe évidemment, mais le peuple ukrainien a montré. Et écoutez, de toute façon, on ira au bout parce que c'est l'intérêt, c'est le bien commun qui compte. Et donc, il va falloir que les choses changent aussi dans notre pays. Voilà. Alors, si ça peut se faire de manière pacifique, tant mieux.
et c'est effectivement souhaitable. Croisons les doigts. Croisons les doigts. Alors, je voulais vous interroger aussi sur un sujet qui vous tient à cœur, que vous avez longuement évoqué vendredi à l'occasion justement du discours, bref, mais qui a marqué les esprits vendredi donc à Toulon, sur la conception que vous avez de la famille. Pourquoi? D'abord parce que vous l'avez évoqué, parce que le Saint-Père en a fait son cheval de bataille cette année, et on le ferait à moins, évidemment, parce que c'est ce qui a fait se soulever les Français depuis un peu plus d'1 an, cette attaque civilisationnelle contre la famille, cellule de base de notre civilisation, et parce que, finalement, votre famille, depuis maintenant plus de 40 ans, eh bien, se retrouve pas unique, bien entendu, mais se retrouve sans faire jeu de mots, au front, au charbon, avec votre combat depuis des années, avec Marine qui a repris le flambeau depuis maintenant 2 ans, et avec une autre qui est sortie aussi du bois depuis 1 an, à l'occasion notamment, alors elle était déjà élue, mais depuis la dernière élection législative, c'est Marion, votre petite fille, qui est l'une des plus jeunes députées de France, et qui, l'année dernière, a pris une dimension assez exceptionnelle à l'occasion justement des manifestations où elle a su, elle, rester à sa place et rayonner et faire un travail absolument considérable. Donc j'aimerais que vous me parliez de votre famille et que vous parliez de votre conception de la famille. D'abord une précision, Marion est la plus jeune des députés de l'histoire des républiques. Pas seulement, elle est la plus jeune, et elle a battu un homme que je n'aime pas beaucoup, qui est Saint-Just, qui avait été député à 23 ans, elle a été députée à 22 ans. Bon, elle est de toute l'histoire de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième République. Voilà, cela étant précisé. Et vous étiez à votre âge le plus jeune aussi. Oui, c'est vrai, mais je voudrais d'abord dire que j'ai été heureux de voir que le pape a consacré un effort particulier et une définition particulière au rôle de la famille comme base de la société religieuse, et cela je le tiens pour vrai, non seulement sur le plan religieux mais sur le plan civique, si vous voulez. Et l'un des reproches principaux que personnellement je fais à Monsieur Hollande, ce n'est pas tellement ces galipettes présidentielles, il n'en a été ni le premier, il ne sera le dernier sans doute, bon, mais c'est d'avoir vécu alors qu'il était haut fonctionnaire, ainsi que Ségolène Royal, d'avoir fait 4 enfants sans se marier, c'est-à-dire sans se mettre dans en quelque sorte le cadre républicain qu'est le mariage civil, qui est une des bases de la société aussi et des institutions. Ça me paraît beaucoup plus grave. Il a fait la même chose avec Madame Hidalgo aussi. Oui, mais c'est autre chose. Ça, c'est ça. Je parle du comportement anarchiste d'un homme qui allait devenir premier président de la République, et de gens et d'une dame qui a été ministre. Voilà, ça me paraît très important. Bon, la famille, c'est sûr que le Front National a été un des défenseurs de la famille. Alors on reproche, on dit oui, mais la famille Le Pen, c'est un petit peu comme la famille monégasque, à ceci près que les gens de la famille Le Pen n'ont pas obtenu le mandat qu'ils occupent par le népotisme ou par la protection. Ils ont été élus à tous les niveaux. Moi, j'ai été élu. D'abord, mon père, Jean, mort pour la France en 42, était le plus jeune conseiller municipal de la Trinité-sur-Mer. J'avais donc, en quelque sorte, j'avais sucé le lait, si j'ose dire. Et j'ai été, moi, le plus jeune député de ma génération, de ma mandature. Marine a été très jeune députée européenne, et Marion a été la plus jeune. Mais ce sont il n'est pas tout de même anormal qu'il y ait un Le Pen, et même qu'il y ait un Dupont ou un Dubois, qui soit dans la bataille politique pour la France à toutes les générations. C'est quand même normal. Et ça, moi personnellement, je trouve que l'on attache, même pour le critiquer, le terme de famille Le Pen au combat que mène le Front National, eh bien je trouve que c'est pas une injure, majoratif. Moi, en tout cas, ça touche beaucoup de gens, car ça correspond à une réalité. C'est vrai que nous sommes des défenseurs de la famille et que nous pensons que c'est une des bases des institutions, aussi bien
humaine, politique, religieuse, et par conséquent, nous sommes fiers de ce que nous sommes. Et je pense que vous avez à plus d'un titre raison de l'être, de toute manière. Pour vous, justement, la famille, en tant que député européen, est-ce que vous voyez cette famille attaquée de la même manière dans tous les autres pays? Oui. Et surtout, est-ce que vous sentez un élan pour la protéger dans les autres partis qui s'y intéressent? Il suffit pas de se dire qu'on est en faveur de la famille. Il faut aussi se déclarer en faveur du mariage. Parce que beaucoup de nos compatriotes et de nos contemporains vivent maintenant, comme l'a fait le président de la République d'ailleurs dans sa jeunesse, en état de concubinage. Or, le concubinage ne donne pas les mêmes garanties, même si le mariage lui-même connaît des possibilités de rupture par le divorce, c'est vrai, mais il est au moins une contrainte juridique et morale qui permet souvent le temps de la réflexion quand dans les ménages il y a des conflits, etc. Qui sont des hommes et des femmes, bien sûr. Eh bien, je crois que on doit toujours penser que la rupture du couple est toujours un drame pour le couple lui-même, mais il est aussi et surtout pour les enfants. Par conséquent, le respect de l'institution du mariage à tous les niveaux, civil ou religieux, ou civil et religieux, eh bien, me paraît être une nécessité de reconstruction morale de notre pays, parce que il faut à un peuple des règles, des lois, des constitutions, des institutions ayant une certaine stabilité, de façon à résister justement au penchant naturel de la vie vers la désintégration. Alors, par rapport à cette notion de désintégration et du système, je voulais vous interroger, il ne reste plus beaucoup de temps, mais je suis sûr que vous pourrez me faire quelque chose de rapide, sur l'actuel système que nous avons en France, système dit des partis, qui était dénoncé à l'époque déjà par Simone Veil, la grande, la philosophe, pas l'imposteur, et qui est finalement, qui laisse les Français se déchirer entre eux pour défendre leur clan, sans justement avoir un esprit de famille et donc sans se concentrer sur ce qui doit être le bien commun. Est-ce que ce système des partis n'atteint pas ses limites? Est-ce que c'est pas tout le système qu'il faudrait repenser réellement, un peu comme le fait d'ailleurs le Front National en disant ni droite ni gauche, nous nous intéressons au bien commun? Oui, mais je serais tenté de vous dire ce que Churchill disait de la démocratie. C'est probablement un très mauvais système, mais je n'en connais pas d'autre. Et je dois dire que s'il n'y avait pas le système des partis, qui c'est tout de même un corps intermédiaire, un peu professionnel et pédagogue de la politique à l'égard des citoyens, le citoyen serait individuellement seul face à l'État et au pouvoir qui le gouvernerait. Par conséquent, sans aucun intermédiaire, sans aucune autre manière de pouvoir s'exprimer qu'éventuellement par des référendums. Je suis partisan du référendum, mais je crois que les corps intermédiaires sont nécessaires dans un monde qui se professionnalise, qui se complexifie sans cesse, où il faut, personne n'est pique de la mirandole. Il est nécessaire de faire de longues études et de sérieuses réflexions pour traiter les différents problèmes qui se posent à la collectivité et aux citoyens eux-mêmes. Par conséquent, je crois que c'était d'ailleurs le général de Gaulle qui avait condamné les partis aussi, en a fait un immédiatement dès qu'il a été au pouvoir. Bon, non, je crois c'est qu'il est possible d'améliorer les modes de désignation, de réglementer les cumuls de mandats, d'essayer d'améliorer le système lui-même, peut-être de réduire le nombre d'étages de représentation, parce que sous prétexte de les réduire, on les augmente. Il y a maintenant non seulement la commune, le canton, il y a aussi l'agglomération de communes, et il y a maintenant les métropoles, y compris la métropole du Gros Paris, le Grand Paris, qui ira, je pense, d'Évreux à Reims et à Orléans, et qui absorbera 90% de l'activité française, alors que l'on sait que dans les métropoles,
tout est beaucoup plus coûteux et difficile que dans un pays mieux équilibré. Je crois que c'est Gravier qui avait fait un bouquin qui s'appelait Le désert français. Eh bien, ce qu'il faudrait, c'est lutter contre le désert français. Et ceci devrait être possible avec la multiplication des moyens de communication, le télétravail. On devrait pouvoir, au contraire, décentraliser réellement l'activité économique. Or, il y a une espèce de force d'attraction qui se fait et vers les grandes villes qui rend les problèmes de plus en plus difficiles, surtout quand on tolère une immigration de masse qui, en matière de logement, est prioritaire. Alors là, c'est vouloir vider la mer avec une petite cuillère, c'est évident, c'est impossible. Alors, pour conclure, parce qu'il nous reste 5 minutes, je voulais rendre hommage à titre tout à fait personnel, mais à quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est Vladimir Poutine. Parce que j'ai le sentiment, comme le soulignait Pierre-Alexandre Bouclet récemment, que Poutine est un vrai homme d'État, qui a su se mettre au-dessus des clans et faire progresser son pays. Et la manière dont il a géré notamment les Jeux Olympiques qui se terminent ce soir, et de ce point de vue-là, il n'en déplaise aux médias et aux médiocres politiques français, est quand même un succès énorme. Alors, je voudrais avec vous rendre hommage à tous les athlètes français, en particulier aux 15 qui ont rapporté des médailles à la France et qui ont fait sonner et chanter à Sotchi la Marseillaise, parce que c'est toujours la France qui va là-bas, et insister sur un aspect que personne ne souligne, surtout pas les médias français, qui est que c'est d'une certaine manière sans doute grâce à l'armée française qu'on a autant de médailles, parce que l'armée française est le dernier bastion d'excellence des sportifs, et 22 sportifs de haut niveau sont issus du ministère de la Défense. On peut citer le sergent Martin Fourcade, son frère le caporal-chef Simon Fourcade, le caporal-chef Anaïs Bescon, le premier classe Pierre Vautier en snowboard, le caporal-chef Steve Missilier, qui a été médaille d'argent, le caporal Anémone Marmottan, etc. Donc, c'est effectivement un cocorico, parce que je trouve ça admirable, enfin, qu'on puisse leur rendre hommage. Et en même temps, et bien comme par hasard, c'est le dernier corps un peu institutionnel français qui tient, qui est l'esprit école formateur de ces jeunes athlètes excellents. Vous avez raison, mais c'est peut-être plus facile de faire la préparation athlétique quand on est dans un cadre qui vous y encourage, plutôt que dans la société civile, où peut-être pas toujours, ce n'est pas toujours compatible avec l'exercice d'un métier. Moi, je voudrais étendre mon hommage à l'ensemble des athlètes, parce que même ceux qui n'ont pas de médaille sont des gens qui sont venus, qui ont travaillé, qui se sont battus et qui ont en plus quelquefois été déçus. Parce que d'abord, on n'est pas seul. Ce n'est pas un monosport. Il y a beaucoup de nations, des gens qui se battent aussi. C'est cette confrontation de la jeunesse, confrontation pacifique. Et saine, très saine. Pierre de Coubertin. Je rappelle que j'ai été le très jeune vice-président du comité Pierre de Coubertin au temps de ma jeunesse, de mes 20 ans. Mais je voudrais vous rapporter une anecdote, puisque vous parlez de l'armée et de l'athlétisme. Un jour, j'étais dans l'aéroport d'Athènes et j'ai été abordé par un jeune homme qui m'a dit: bonjour, monsieur le président, je suis un légionnaire et je suis d'origine marocaine, mais j'ai couru hier le marathon et je voulais vous faire cadeau de ma médaille. Et il m'a fait dans l'aéroport cadeau de sa médaille du marathon. C'est un souvenir inoubliable. Je pense que pour être sportif de très haut niveau, notamment à leur exemple, ceux qui ont ou non rapporté des médailles de Sotchi, eh bien, il faut avoir un certain sens du sacrifice. Il faut tous les sportifs, même quand ils ne sont pas de très haut niveau, toute personne qui fait un effort sur lui-même pour être plus fort, plus beau, plus sain, eh bien tous ces gens-là méritent de la nation, parce que justement ils travaillent, ils s'efforcent pour être mieux que ce qu'ils sont. Voilà, c'est cet effort vers le meilleur qui est en soi admirable et qui doit être récompensé évidemment par ceux qui ont la chance d'être tout à fait au sommet et qui nous représentent et qui ont fait chanter, jouer la Marseillaise, monter notre drapeau national. Tout cela est très... Mais toute cette jeunesse superbe qui était sur cette neige un peu trop chaude, il faut dire la vérité, parce que Sotchi est plein d'avantages. Mais c'est une station balnéaire au départ. Oui, c'est aussi une station balnéaire. Et pour ce que dit de Monsieur Poutine,
je dois reconnaître que Poutine a rendu à la Russie ce dont elle avait besoin après les horreurs de 70 ans de communisme, c'est la dignité et la fierté d'être le grand pays qu'elle est et qu'elle mérite d'être. Et il faut donc souhaiter à la France un Poutine ou une Poutinia. Je ne sais pas. Les institutions ne sont pas tout à fait identiques, mais voilà, c'est Dieu y pourvoit. J'espère. Il y a un auditeur qui me reproche de ne pas lire les messages qui fâchent. Aucun message ne fâche. Simplement, je lis que ceux qui n'ont un intérêt, donc ceux qui n'en ont pas, je ne les lis pas. Voilà, très belle émission. Merci, Monsieur Le Pen. Très heureuse de vous entendre. Merci. Je crois que vous avez fait plaisir beaucoup. À beaucoup de gens. Je rappelle la 5e cérémonie des Beaux-Bards d'Or qui aura lieu le 11 mars 2015. J'annonce aussi le grand retour du groupe In Memoriam qui sera à Paris le 28 juin. Nous nous retrouverons dans 4 semaines. Le 23 février, le jour du premier tour des élections. Donc, je souhaite que tous les auditeurs votent en cohérence et arrêtent de donner leur bulletin de vote à des gens qui vont les trahir. Et je vous dis rendez-vous dans 4 semaines. Merci beaucoup, Monsieur Le Pen. Bon courage pour votre campagne et que Dieu nous garde. Au revoir.